central de cet exposé, c'est les agents de presse face au délit de presse et à la responsabilité des journalistes. Je voudrais dire qu'il n'y a pas un délit de presse dont la qualification repose sur un organe précis. Si l'on veut évoquer la question des délits de presse, que ce soit les agents de presse ou les organes de la presse écrite ou les organes de la presse audiovisuelle, tous évoluent sous l'emprise de la même loi. Et donc, les exemples qui seront les nôtres au cours de cet exposé concernent la problématique, effectivement, de la presse en général face au délit de presse. Par le fait que cette infraction est nécessairement sanctionnée par une peine prévue par le code pénal ou par une loi spéciale relative, par exemple, aux droits de la presse. Ce qui caractérise justement le délit de presse, comme la plupart des délits, sont constitués par deux éléments essentiels, il faut le dire. Il y a la constatation de l'infraction, si elle est réellement commise, et il y a la peine. Donc, ce qui caractérise donc l'infraction pénale, c'est à la fois la faute professionnelle et le dispositif répressif qui est fixé par la loi. Je crois que c'est essentiel de le retenir de la manière la plus saine possible. Et dans ce genre d'exposé, lorsque on me demande souvent de faire des ateliers à l'université au Congo, dans le département de communication, je préfère toujours des définitions à caractère opératoire pour mieux comprendre cet esprit. Alors, les délits commis par voie de presse sont donc en réalité toute tentative de remise en cause de la compétence des journalistes dans l'exercice de leur métier lorsqu'ils ne sont pas suffisamment outillés ou pêchent par de nombreux dérapages dans le traitement de l'information. Et si je le dis, c'est parce que je convoque à cette tribune Benjamin Constant, un théoricien de la communication, qui a toujours énoncé cette vision sur un angle toujours dialectique. On retiendra que le premier postulat est que la liberté de la presse est à protéger par la société. Première chose, et nous verrons pourquoi. On regardera son impact. La deuxième chose, c'est que cette protection de la liberté de la presse doit s'acquérir et se conserver par une conquête permanente des aptitudes pouvant permettre sa protection efficiente à l'épreuve, par exemple, du procès de la presse ou du procès du journaliste et tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que si à aucun moment l'opinion ne constate que les journalistes sont compétents dans l'exercice de leur métier, nous perdons la face à cette opinion et nous perdons notre légitimité. C'est-à-dire la légitimité que la démocratie donne aux journalistes doit se conserver par des aptitudes professionnelles. C'est ce que cela veut dire. Maintenant, cette importance de la liberté de la presse vient de quoi? Et je crois que Francis Ball, un éminent professeur à la matière, qui nous a d'ailleurs enseigné, qui nous a tenu à l'université de Bordeaux 3, lorsque nous étions à l'Institut du Centre de l'information et de la communication, la préparation d'une thèse. Il avait toujours tendance à rappeler aux étudiants que les médias changent les conditions d'exercice de toutes les libertés de pensée, depuis la formation de celle-ci jusqu'à son esprit. Et j'ai l'habitude de prendre l'exemple tout simple. Lorsque j'étais étudiant en France autour des années 92, 93, 94, j'ai vu des magistrats, des juges monter en puissance, en contestant de manière tout à fait subtile le secret d'instruction.
Et la presse leur a donné une arme, celle qui consistait à médiatiser les enquêtes des magistrats et à revendiquer leurs indépendance. C'est le cas, par exemple, de la juge Eva Joly, qui avait tendance à médiatiser les procès, à médiatiser les enquêtes, justement pour éviter que ces enquêtes ne soient étouffées par la volonté politique. Et donc, ils ont trouvé à la presse un moyen d'assumer l'indépendance du juge. Je crois que cet exemple est important pour comprendre pourquoi Francis parle de lui. Et donc, finalement, la presse porte le fardeau des autres corporations. Et c'est à travers son expression que les autres corporations peuvent également assurer leur indépendance. C'est pour cette raison que les libertés publiques, en général, elles s'épanouissent, elles se développent grâce au rôle de sentinelle que jouent les médias. Et donc, comme je le disais, que la presse porte donc les revendications des coopérations, y compris celles liées à l'indépendance du juge, son procès, et le condamne à tort ou à raison. Cette responsabilité du journaliste est donc un engagement de renaissance et la vitalité toujours utile à la promotion de l'expression de la démocratie. Cet exposé va donc s'articuler autour de deux points essentiels. Le premier, si une adaptation des politiques législatives sur le droit de la communication au fondement de la liberté de la presse. Et c'est tout le sens et tout l'intérêt à donner à cette communication. Et je pense que lorsque le conseil exécutif de la CAPA a pris la responsabilité de fixer ce thème, c'est parce que, effectivement, les enjeux sont importants. Je voudrais faire ici une analyse critique, si vous me le permettez, des conditions d'exercice de cette liberté en rapport avec les politiques législatives sur le droit de la presse. Si nous ne fixons pas dans les esprits les contours ou les conditions dans lesquelles cette liberté est exercée, effectivement, cet exposé n'aura pas un sens. C'est lié à l'adaptation de politiques législatives sur le droit de la communication aux fondamentaux de la liberté de la presse. Nous avons souvent envie de nous interroger dans nos pays africains qui rédige la loi sur la presse. À partir de cette interrogation, nous pouvons comprendre la suite. On a l'habitude de se tromper en pensant que la législation sur la presse est essentiellement et exclusivement une affaire de magistrats. C'est une erreur fondamentale. Parce que si les magistrats n'ont pas une meilleure imprégnation, une meilleure emprise des contours de la liberté de la presse, des questions liées à l'éthique et la déontologie de la presse, nécessairement, ces concepteurs de la loi vont se pourvoyer. Raison pour laquelle la question de la liberté de la presse, du droit de la communication, du droit de la presse, tout court, est une question transversale qui permet de regrouper plusieurs aspects. Et malheureusement, dans nos pays africains, ce sont les compétences en matière de droit qui revendiquent le droit d'écrire les textes sur le droit de la presse. Raison pour laquelle, effectivement, il y a ce dévoiement, parfois ce décalage entre les aspirations d'une corporation et ce que le droit sert à cette coopération comme condition d'exercice de sa liberté. Et c'est cette contradiction flagrante que nous allons essayer d'apprécier à travers les exemples qui seront pris. D'abord, le délit de presse
est une qualification de portée générale relevant du droit. En dépit de la résonance que l'on donne souvent, il n'y a pas une qualification propre au délit de presse. Je le dis parce que, en dépit donc de sa résonance, comme je le dis, le délit de presse n'a pas d'éléments constitutifs spécifiques que ceux déterminés généralement par le pouvoir public et très souvent repris par les codes de la communication ou le droit de la presse. Ce délit se caractérise donc par la constatation d'infraction ainsi que par le dispositif juridique de sa répression pour le rappeler. Il n'est de délit de presse finalement que par le fait supposé diffamatoire contenu dans le média qu'il a diffusé. Voilà la seule caractéristique. C'est simplement parce que le journal, la radio ou la télévision ont relayé une information que l'on parle des délits commis par voie de presse, qui n'ont pas de caractéristiques différentes des délits tels que le répertoire du code pénal. Alors, tout se résume effectivement à la diffamation, qui est caractérisée souvent, le plus souvent, qui est définie par le code pénal. Et donc, la diffamation est une allégation sans preuve. Autrement dit, l'existence de la preuve appuyant le propos incriminé éloigne toute forme de diffamation. Et c'est là que ça devient intéressant pour le journaliste, qui doit comprendre que tout fait diffamatoire dépend ou de la preuve que vous détenez ou de l'absence de la preuve. Et c'est important de comprendre pour le journaliste. Et naturellement, il y a des déclinaisons ou des typologies de diffamation. La diffamation étant un terme générique, un terme général, mais cette diffamation peut se manifester par l'insinuation malveillante, l'injure publique, le mensonge, la calomnie, l'altération de documents, etc. En fait, en réalité, tous les phénomènes de dysfonctionnement de la communication que vous connaissez. Maintenant qu'on a posé le débat, à savoir qu'il y a une sorte de mystification autour du délit de presse. Maintenant que nous avons démystifié le délit de presse, qui est en réalité qu'un délit, une infraction pénale, comme toute autre infraction, en dépit du fait que ce délit est commis par voie de presse. Et c'était essentiel de démystifier ça. Maintenant, pourquoi nous parlons des limites du droit de la presse face à l'étendue des fondamentaux de la liberté de la presse, dans notre analyse critique du droit de la presse? Le droit en matière de communication considère le délit de presse dans une conception unilatérale, c'est-à-dire qui permet des poursuites judiciaires en cas d'abus de la liberté de la presse. Regardez tous les codes de la communication, vous constaterez qu'il y a une panoplie de dispositions juridiques qui visent l'abus de la liberté de la presse. Mais nous souhaitons quand même qu'il y ait équilibre dans la loi. Parce qu'une loi n'a de légitimité en réalité que si elle est équilibrée. Or là, malheureusement, nous constatons que nos différents textes en matière de droit de la presse ne sont pas équilibrés. Dans le cas du Gabon, par exemple, je l'ai observé à plusieurs reprises, quelles que soient les réformes qui ont été faites. Lorsqu'il s'agit effectivement de protéger, d'assurer une protection juridictionnelle de la presse, on vous dira toute censure est interdite. Parce que c'est une violation de droits de l'homme. Ça, c'est le postulat sur la constatation d'une infraction, mais qui, malheureusement, n'est pas suivi d'un dispositif
législative sur la répression. Comment peut-on, en matière de diffamation, faire le constat de la diffamation, prévenir la sanction, et en ce qui concerne justement les entraves à la liberté de la presse, c'est pratiquement le plus souvent un travail ménager. On pose le principe de l'entrave à la liberté de la presse, mais qui n'est pas suivi, malheureusement, des sanctions. C'est pour cette raison que je parle des limites du droit de la presse face à l'étendue des fondamentaux de la liberté de la presse. Pourquoi? Il ne faudrait pas que le juge ou le juriste considère le délit de presse à partir simplement de la diffusion de l'information. La liberté de la presse commence par les conditions de l'enquête, l'accès aux sources d'information. Si cet accès aux sources d'information n'est pas garanti et que vous nous jugez le journaliste qu'au moment de la diffusion de l'information, vous n'avez pas compris l'esprit et la lettre de la liberté de la presse. C'est un tout qui commence par l'enquête, les conditions de traitement de l'information et saluées. Si cette trajectoire n'est pas maîtrisée par le juge, effectivement, le jugement ou la condamnation qui sera rendue ne s'arrêtera qu'à la compréhension de la loi, du droit, en oubliant effectivement l'étendue des fondamentaux de la liberté de la presse dans son essence. Où est-ce qu'on en est? Le cas traitant d'un délit de diffamation sur la base des documents confidentiels acquis de manière frauduleuse par un journaliste selon la partie. Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? On va terminer par là. L'action pénale tournant autour du délit de diffamation donne la pleine mesure de l'usage abusif ou maîtrisé dans la liberté de la presse. Selon les cas de procès que nous avons regardés tous ensemble. Malgré donc la pertinence de nos échanges au cours de cette dixième réunion des agents de presse africaine, l'écho de ces assises dépassera difficilement les limites des 4 minutes de la salle qui nous accueille aujourd'hui. Votre organisation candidat donc à publier les actes de ces réflexions en les partageant à l'ensemble de la corporation de journalistes africains. Au mieux, nous suggérons que vous commettiez un groupe constitué des experts de nos différents pays en vue de publier des ouvrages sur les différentes expériences des procès de la presse rattachés à la pratique du métier. Le Gabon qui abrite la présente réunion pourrait pourquoi pas se constituer un point focal de sensibilisation des partenaires du développement devant favoriser le financement de cette série d'ouvrages et, in fine, à contribuer à la création des éditions spécialisées de la Fédération atlantique des agents de presse africaine sur les problématiques du développement de la presse dans le continent. Aucune leçon pédagogique, fût-elle sur les bonnes pratiques professionnelles, ne peut donner aux journalistes la meilleure compréhension de l'existence de son métier, mieux que les enseignements tirés des procès de la presse. Ces instances critiques ont l'avantage de mettre en relief les limites du droit de la presse dans la protection des journalistes, les difficultés rencontrées par les juges dans la maîtrise des rouages officiels de l'exercice de la liberté de la presse, relever les insuffisances dans la maîtrise des règles d'éthique de l'ontologie, ainsi que celles du droit de la presse,